Le gouvernement tient à réitérer ses condoléances attristées aux familles éprouvées et aux proches des victimes, ainsi qu'à l'ensemble de la population de Béni, un territoire qui souffre le martyre depuis de trop longues années du fait de ces bandes criminelles venues de l'étranger. Le gouvernement rend hommage à la solidarité exprimée par les différentes couches de la population congolaise dans toutes nos provinces et se félicite de la compassion et de la dignité de la majorité des hommes et des femmes de ce pays dans cette épreuve. Une de plus, une de trop pour le grand nord-est de la République démocratique du Congo, qui est en but à la cruauté de hordes barbares sans foi ni loi depuis le milieu des années 90. Il faut le rappeler. Il tient à réaffirmer aujourd'hui plus que jamais sa ferme détermination à faire monter en puissance nos forces de défense et de sécurité pour éradiquer de manière définitive les groupes terroristes auteurs de tels actes d'une barbarie qu'aucune cause ne peut justifier. C'est dans cette optique que le Premier ministre a effectué une visite mardi à Béni, à l'issue d'une importante réunion du Conseil supérieur de la Défense, convoquée à Goma par le président de la République. Le but de cette visite était certes de marquer la solidarité de l'ensemble du pays à l'égard des victimes de l'activisme des terroristes dans la région, mais il s'agissait surtout d'inspecter le dispositif mis en place au regard du nouveau modus operandi des criminels qui, d'actions de type conventionnel que nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont sérieusement mis à mal ces derniers mois, sont passés à des formes dites asymétriques d'agression qui nécessitent une réponse d'un autre type susceptible de mieux sécuriser cette partie du territoire national. Notamment à Médina, à Maluika, à Nadoui, capturées et détruites par nos FARDC, ainsi que les interrogatoires des éléments qui ont été arrêtés, n'est pas encore terminée. Elle a permis d'ores et déjà à nos services de retracer de la manière suivante son évolution historique. D'une opposition armée traditionnelle au régime ougandais du président Museveni, qu'ils étaient expatriés en République du Zaïre, qu'ils étaient en 1995, c'est-à-dire 2 ans avant l'anéantissement de la Deuxième République du défunt président Mobutu, l'ADF NALU s'est substantiellement transformé et est devenu à ce jour une véritable internationale terroriste à caractère islamiste radical. Ce constat se dégage de la composition multinationale de ces unités combattantes. Et ils ont été trouvés non seulement des Ougandais des premiers jours parmi eux, mais aussi des Somaliens, des Tanzaniens, des Kenyans, des Rwandais, des Éthiopiens et aussi des Congolais de République démocratique du Congo parmi eux. C'est manifestement en pleine mission de recrutement en Tanzanie que le tristement célèbre Jamil Mukulu, le leader du mouvement, a été arrêté en Tanzanie avant d'être extradé vers l'Ouganda, son pays d'origine, où il va bientôt passer en jugement. Le processus de radicalisation des éléments des recrues a, selon les renseignements recueillis par nos experts, bénéficié de l'appui des Chebabs somaliens. C'est à l'instigation notamment de ces derniers
que les bandes des miliciens ADF, mises en déroute par les offensives des forces armées de la République démocratique du Congo, se sont converties à l'asymétrie. Asymétrie au plan des moyens d'attaque, par le recours à des moyens banals, comme des machettes, des haches, des gourdins, disponibles en tout lieu, et ne pouvant pas a priori susciter une suspicion quelconque des forces de défense et de sécurité dans cette zone agricole. Asymétrie aussi au plan tactique et stratégique et du choix des cibles par la renonciation à affronter de face les FARDC pour s'attaquer à des paisibles populations dans des hameaux isolés, sélectionnés en fonction de leur éloignement par rapport aux casernes des forces de défense et de sécurité ou en déplacement à destination ou au retour des fermes et des champs dans l'espoir de briser la solidarité entre les technostructures de l'État et les dites populations qui pourraient accélérer leur neutralisation définitive. À l'instar de tous les autres pays de la planète, victimes du terrorisme international, de groupes islamistes radicalisés, et ils sont nombreux, la République démocratique du Congo, notre pays, est demandeur d'une solidarité internationale digne de ce nom. Une solidarité effective, non condescendante et susceptible d'accroître ses propres capacités opérationnelles, ce qui n'est malheureusement pas le cas encore jusqu'à présent. Il n'est pas juste que le gouvernement congolais et ses forces de défense et de sécurité soient à cet égard obligés pratiquement de se contorsionner littéralement pour disposer de moyens militaires de faire face à cette menace, et ce en dépit de nos partenaires de la MONUSCO, de l'appui de nos partenaires de la MONUSCO qui est encore loin d'être à la hauteur d'un défi de cette ampleur. La levée de l'embargo sur les armes serait un signal fort à cet égard, qui marquerait la reconnaissance de la communauté internationale quant à la nécessité d'accorder à la République démocratique du Congo le même statut que les autres pays qui sont dans le collimateur de ce fléau du terrorisme international. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur la compassion exprimée par sa sainteté le pape François, qui a saisi l'opportunité de la solennité de l'Assomption pour dénoncer depuis le Vatican le silence de la communauté internationale face aux actes terroristes à répétition qui ne cessent d'endeuiller le territoire de Béni. Cette consolation symbolique du souverain pontife nous va droit au cœur, même si elle n'est pas, comme on peut s'en douter, de nature par elle-même à fournir aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo les moyens idoines pour mener à bonne fin leur tâche de sécurisation de l'ensemble du territoire national. C'est le lieu pour le gouvernement de la République démocratique du Congo de questionner certaines attitudes et habitudes adoptées par quelques-uns de nos compatriotes face à ce véritable défi existentiel et qui frise l'indécence. En effet, en plus des polémiques stériles, ses concitoyens semblent se délecter de cette tragédie qui assaille notre peuple au Kivu et tentent même d'en tirer une sorte de dividende politicienne. Pour eux, cette insécurité chronique du Grand Nord n'est qu'une banale opportunité comme une autre pour régler des comptes partisans, intenter des procès sans fondement, stigmatiser et culpabiliser les institutions établies ainsi que les forces de défense et de sécurité de notre pays, faisant de la sorte le jeu d'un ennemi, le terrorisme,
contre lequel le bon sens et l'humanité appellent à une union sacrée. Face aux multiples meurtres de sang-froid d'innocents compatriotes à Béni, plutôt que d'appeler au sursaut patriotique et à la constitution d'un front républicain dans le cadre de la solidarité nationale, comme cela se passe habituellement sous d'autres cieux en pareil cas, quelques membres d'une certaine société civile et leurs mentors politiciens inciviques n'y ont vu que l'occasion de se jeter à bras raccourcis sur les institutions nationales à travers des allégations cyniques dictées par leurs intérêts mesquins. On a vu ainsi un élu se permettre de rameuter la population de Butembo hier pour la conduire vers Béni, vers la scène des crimes commis dernièrement, prétendument pour y exprimer leur colère. Les autorités locales ne pouvaient en aucune manière laisser ainsi envahir une scène de crime dans laquelle ne sont généralement admis que les enquêteurs. Et on peut se demander si ce qui motivait les initiateurs de ce curieux acte irrationnel n'était pas de brouiller les pistes et de rendre difficiles les enquêtes et la traque en cours, parce que peut-être ils y sont impliqués eux-mêmes. Mesdames, Messieurs de la presse, les efforts des autorités de préserver ainsi le site de commission des crimes de Béni, que nous déplorons, ont été sérieusement malmenés par ces inciviques et on a enregistré une nouvelle victime, touchée mortellement par une balle perdue, après que les soi-disant manifestants eurent tué un policier à coups de pierre. Ces manifestants ont en outre lynché un malade mental de Béni qui les avait pris pour un combattant ADF et blessé 7 personnes. Comme quoi, il est préférable de laisser les technostructures de l'État faire leur travail, au lieu de chercher à instaurer l'anarchie de la justice dite populaire. En tout état de cause, et malgré ces tentatives de sabotage, dont on connaîtra bientôt le fin mot, les forces de défense et de sécurité continuent la traque des terroristes. Et au moment où je vous parle, 80 éléments ADF ont déjà été capturés. Ils sont gardés dans la prison centrale de Kangwanyi à Béni. Parmi eux, beaucoup de sujets ougandais, mais aussi des Tanzaniens, quelques Rwandais et malheureusement des Congolais de République démocratique du Congo. À Butembo, un imam a été pris en flagrant délit de recrutement de jeunes pour le groupe terroriste. Il a été naturellement arrêté et est en prison actuellement à Butembo. Mesdames, Messieurs de la presse, un certain nombre d'articles lus sur les médias, de postings affichés sur les réseaux sociaux et de déclarations entendues dans les ondes audiovisuelles sont symptomatiques d'un certain état d'esprit. Après les ignobles massacres de Béni, on a vu déferler des appels à la démission des plus hautes autorités du pays, assimilées on ne sait trop sur quelle base aux terroristes, auteurs de ces massacres, lorsqu'elles ne sont pas carrément présentées contre toute logique rationnelle comme des planificateurs, promoteurs ou commanditaires des dits massacres. On se souvient que lors des affrontements entre les forces de l'ordre et la milice du hors-la-loi du chef Mpandi Kamwina Sampo de Chimbulu, le vendredi 12 août 2016, au Kasaï central, qui ont coûté la vie à 19 compatriotes, dont 11 policiers, certaines de ces sources avaient rué sur les brancards pour faire de la récupération, brocarder la police nationale et prendre pratiquement fait et cause pour les criminels, au profit desquels
ils ont invoqué les droits de l'homme, comme si les autres victimes, notamment les policiers tués par ces miliciens dans l'accomplissement de leur mission, n'étaient pas des humains et n'avaient pas de droits. De telles pratiques sont inadmissibles lorsqu'on proclame dans le même temps. On va dire un mot rapidement sur le dialogue politique national et inclusif. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, le dialogue national inclusif suggéré par le président de la République comme un lieu de rupture avec tout ce qui peut compromettre la fiabilité et le caractère pacifique de nos cycles électoraux et qui entache ceux-ci de violence inqualifiable a fini par arracher l'assentiment de tous les Congolais de bonne foi. Force est de constater qu'il existe une conspiration contre ce seul schéma rationnel de gestion de nos problèmes actuels. La situation, jusqu'à ce que les clans adverses, n'ayant pas su arrondir à temps les angles, puissent s'affronter dans un bain de sang que des forces politiques dépourvues de scrupules rêvent pour ramasser le pouvoir suprême dans les décombres du chaos ainsi occasionné. Si l'on considère les gigantesques manifestations de la majorité et de l'opposition de la fin du mois de juillet passé, on peut aisément se faire une idée du carnage qui pourrait survenir si les partisans des deux camps venaient à en découdre. En réalité, les Congolais qui pensent, comme le gouvernement, qu'une mort de plus pour les ambitions politiques démesurées de certains est une mort de trop, sont plus que majoritaires. Endeuillé depuis près de 2 décennies, notre peuple, à travers la quasi-totalité de ses composantes, a fait désormais le choix d'épargner à la nation de nouveaux épisodes macabres en souscrivant au dialogue politique national inclusif. Il est dès lors regrettable de constater que certains acteurs, parmi les plus célèbres, s'autorisent à marcher à reculons en crachant sur le dit dialogue, qu'ils étaient pourtant les premiers à présenter comme l'unique solution au problème des élections qui se profilent à l'horizon. Beaucoup avaient du mal à comprendre le rétropédalage d'une icône de l'opposition qui nous avait jusqu'ici habitués à respecter mordicus ses engagements par rapport à tout le bien du dialogue qu'il répétait à qui voulait l'entendre. Depuis la semaine dernière, vous en êtes témoins, la presse d'investigation nous a gratifié de révélations scabreuses sur un pacte contre nature entre ce leader, pourtant partisan de la non-violence, et les promoteurs du schéma du chaos dont la majorité des Congolais se détournent. Quoi qu'il en soit, nous continuons à croire que tous les Congolais qui aiment réellement leur pays vont se rallier à cette solution idéale pour finir et prioriser l'intérêt supérieur de la nation qui rime avec le dialogue politique national inclusif, surtout après les bons offices, aussi bien de la communauté internationale, de la société civile
que de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Je vais terminer mon propos introductif de cette communication par une citation que je voudrais, au nom du gouvernement, dédier aux fétichistes des dates. Une citation tirée des enseignements de la sagesse africaine, telle que rappelée par le grand leader sud-africain Nelson Mandela, d'heureuse mémoire. Je le cite. « Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez, mais avancez. Avancez vers la paix, vers la concorde, sans lesquelles il n'y a point de développement possible. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Christine Longo de... Très certainement, la volonté de pouvoir mettre le grappin sur des régions qui sont exceptionnellement dotées par la nature. Nous sommes là en plein parc national de Virunga, une région où se trouvent des sites aurifères connus. Est-ce que ce n'est pas une des raisons, c'est-à-dire accéder à ces ressources minières, c'est-à-dire l'or du parc de Virunga, pour financer les opérations? Est-ce qu'il s'agit de créer un califat? Est-ce qu'il s'agit d'élargir l'influence de leurs maîtres à penser, Chebab et autres? Ils nous le diront, croyez bien, parce que l'enquête ne fait que commencer depuis qu'ils ont été attrapés par nos forces de défense et de sécurité. Lorsqu'on rentre dans la chronologie, 5 policiers ont été tués à la machette le premier jour de l'attaque sur Tchimboulou, à la résidence du commandant de la police nationale de cette entité, et 6 policiers au moment de l'arrestation de ce chef milicien Pandi Kamwina Sampo. Alors, la quantité des armes saisies, il me semble qu'ils ont fait main basse sur le stock des armes trouvées sur les 5 policiers qu'ils avaient tués. Ils disposaient également d'armes de chasse, parce que c'est une milice dont on évaluait le nombre à plus ou moins 500 à 800 éléments qui ont été constitués par ce chef milicien, on ne sait trop pourquoi. Et donc, je ne suis pas en mesure de vous donner un nombre exact des armes, mais le stock des armes qui se trouvait à la disposition de nos forces de police à Tchimboulou avait été pris par ces éléments sur eux. Je pense que les éléments de l'enquête vont pouvoir nous donner des détails là-dessus. Quant à la voie ouverte, prétendument ouverte par Kamwina Sampo, vous êtes mieux informés que moi, ou ces députés mieux informés que nous tous, parce qu'à notre connaissance, une tentative de médiation avait effectivement eu lieu entre le président de l'Association nationale des autorités coutumières, que vous connaissez, qui est un parlementaire, et ce chef, qui n'a même pas été capable de lui parler, parce que selon les rites sacrificiels ou coutumiers ou ésotériques de ce chef, il ne pouvait plus parler à des étrangers, il ne parlait que dans son dialecte, et on devait passer par son épouse pour lui parler. Et la dernière fois qu'il y a eu ce contact entre le président des autorités coutumières qui était à Kananga et lui, pour lui suggérer de se rendre, que ce soit auprès de la MONUSCO ou auprès de la police, de toute façon la MONUSCO l'aurait livré à la justice congolaise, il a clairement indiqué son refus, d'abord même de recevoir le président de l'Association des autorités coutumières de la République démocratique du Congo, qui lui disait être prêt à venir l'escorter jusqu'à Kananga. Il lui a dit plutôt de l'attendre, sur un ton un peu moqueur, il lui a fait dire par sa femme,
de l'attendre jusqu'à Kananga parce qu'il s'apprêtait à prendre d'assaut Kananga. Il avait des forces surnaturelles qui lui permettaient de prendre Kananga, puis de prendre Mbuji-Mayi, puis de prendre Kinshasa, prendre toute la République démocratique du Congo. Bref, c'était un illuminé. Et je ne sais pas quel député a pu parler avec lui. Là, c'est un sénateur qui est président de l'association des autorités coutumières. Il a refusé toute idée de reddition. Lui, il estimait que le président des autorités coutumières devait l'attendre lorsqu'il viendrait, lui, prendre Kananga en vainqueur. C'est ce qu'il avait dit. C'est la dernière fois qu'on avait pu parler avec lui. Par la suite, la police a pu le localiser et au cours des échanges avec la police, il lui a été fait pour une deuxième fois une demande rituelle. La police a toujours cette démarche de demander à un forcené de déposer les armes. On lui a demandé de déposer les armes. Il a refusé de déposer les armes. La police a fait un tir de sommation, c'est-à-dire un tir en l'air pour impressionner le forcené. C'est ce qu'on fait. C'est la logique. Et lui a considéré le tir de sommation comme la preuve qu'il était invulnérable. Il a dit à ces jeunes gens, vous voyez, on ne meurt pas. On peut tirer sur nous, mais on ne meurt pas. Mais un tir de sommation, c'est un tir en l'air. Et il a tiré sur les policiers. Après le tir de sommation, il a tiré sur les policiers. Et c'est à ce moment qu'on a perdu les 6 derniers policiers. Vous voyez la chronologie. 5 morts le premier jour, 6 au moment où il devait se rendre, on lui dit dépose les armes, refus de déposer les armes, tir de sommation, au lieu de déposer, il tire sur les policiers qui viennent de faire le tir de sommation et 6 policiers meurent. Alors dites-moi, ces députés-là, ils voulaient que les policiers fassent quoi? Qu'ils se fassent tuer jusqu'au dernier? Ils ont répondu au tir. C'est un cas d'école de légitime défense. Il a tué 6 policiers et on a répondu au feu et il a trouvé la mort sur ces entrefaites-là. Je dois dire que avant cela, dans les affrontements qui ont précédé cet épisode, 4 de ces éléments avaient été tués. Et lui est mort avec 3 autres, ce qui fait 8 en tout. Et le décompte pour la police, c'est 11 en tout. Donc, je ne sais pas où les députés ont pu discuter avec lui. Aucun député n'a fait cette déclaration aux autorités qui sont chargées de l'enquête. Il ne s'agit pas de venir faire des déclarations aux médias. Ce n'est pas les médias qui font l'enquête judiciaire. Il y a une enquête qui est ouverte sur ces faits-là. Nous n'avons pas enregistré ces déclarations d'un député. Il n'y a que le président des chefs coutumiers qui a déclaré aux enquêteurs son entretien avec Kamwina Sampo. Donc, on se demande si les députés n'est pas un peu complice, la force de vouloir justifier ce qui est totalement injustifiable. Il a tué 6 policiers au moment où on lui demandait de se rendre, portant le nombre de victimes policières à 11. Et il a bien fallu que les policiers se défendent. C'est un cas de légitime défense. C'est comme ça qu'il est mort. Nous le déplorons parce que nous aurions voulu que les enquêteurs lui demandent les motivations ou s'il y avait des complicités. Mais voilà, il n'a pas facilité les choses et il est mort et après avoir tué des policiers. Voilà comment les choses se sont passées. Donc il n'y a pas eu de voie ouverte vers la négociation, vers la MONUSCO plutôt que les autres. C'est quelque chose qui n'est pas confirmé par les témoins sur place et qui n'est pas confirmé dans les récits des faits ou par les enquêteurs qui travaillent sur le dossier. Ministre, dans votre mot, vous avez fait mention de groupes... C'est une religion d'honneur et nous la connaissons. Beaucoup d'entre nous la pratiquent. Au sein du Parlement, du gouvernement, il y a beaucoup de musulmans et ils savent quelle valeur cette religion attache à la vie. Nous parlons ici d'un islamisme détourné justement de ces valeurs et qui est condamné par les vrais musulmans. Et donc, les islamistes radicalisés sont ceux qui veulent violer les principes de l'islam. Et je dois vous dire que dans la quarantaine des victimes tombées à Béni
avant-hier ou le jour d'avant, il y a 3 musulmans, 3 pieux musulmans, dont j'ai les noms dans mes papiers quelque part. Je pourrais vous les donner. Il y a des personnes qui ont fait leur hajj, qui sont allées jusqu'à la Mecque et tout ça, et qui sont morts. Donc ils ont tué même des musulmans. Donc il ne faut pas croire que le gouvernement accuse les musulmans. Non. Nous disons que c'est un groupe d'islamistes radicalisés. Il y a une conception radicalisée, c'est-à-dire dévoyée de l'islam, qui n'a rien à voir avec le véritable islam. Il y a probablement dans ce pays des groupes de musulmans qui échappent au contrôle de la communauté islamique du Congo, et je pense que le gouvernement va essayer d'y mettre bon ordre, et qui encourage des jeunes gens à se radicaliser au nom d'un certain islam qui n'est pas le véritable islam. Et je tiens vraiment à ce que vous puissiez faire savoir à tous vos lecteurs, à tous vos auditeurs, à tous vos téléspectateurs, que l'islam ne veut pas dire terrorisme. Ce n'est pas le point de vue du gouvernement. De tirer les conséquences d'un échec, de démissionner, et qu'il y a eu des failles quelque part? L'information n'est pas correcte, que chaque fois qu'il y a une action terroriste dans un pays, quelqu'un doit payer. Donc même un innocent, il faut que quelqu'un paye. Non, il n'y a que les coupables qui doivent payer. Ce n'est pas quelqu'un qui doit payer. Sinon, vous seriez bien en peine de me dire, lorsque on a tué des gens à Paris chez Charlie Hebdo, qui est-ce qui a payé en France? On a révoqué qui? Lorsqu'on a tué des gens en Belgique par des gens qui venaient de Molenbeek, qui a-t-on révoqué? Du gouvernement ou de l'armée belge ou de la police belge? Dites-moi le nom. S'il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de paiement. Pourquoi est-ce que les gens doivent payer? Est-ce que ça devient un rite? Il faut que quelqu'un paye? Non. Il n'y a que ceux qui ont une responsabilité. Et le terrorisme a ceci de particulier, Alain, qu'il se cache pour commettre son forfait. Et donc on ne va pas se priver de compétences de gens parce que des terroristes ont agi. On cherche qui sont les coupables. On cherche qui sont les complices. On cherche qui ont été négligents. Mais si un terroriste frappe, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il y a eu une négligence quelque part. Ça veut dire que le terroriste a frappé, c'est lui, c'est son mal, c'est lui, c'est son crime, c'est lui qui doit payer. Et donc, il n'y a pas de cas d'exemple où vous pouvez me citer où on a révoqué des gens uniquement parce qu'il y a eu une action terroriste, donc allez, on révoque tout le monde, etc. Je ne connais pas. À moins que vous ne vouliez que nous commencions cela seulement dans ce pays-ci. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est la rhétorique de certains qui veulent faire le haute-toi de là que je m'y mette. Mais il n'y a pas cette logique-là. Il faut qu'il y ait un lien entre un comportement négligent, un comportement de complicité, un comportement de culpabilité et l'acte criminel pour qu'on puisse vous demander des comptes. Mais si tel n'est pas le cas, on va vous demander de participer à l'enquête et d'améliorer vos conditions de surveillance. Parce que le propre du terrorisme, c'est de prendre des raccourcis, de voir là où la surveillance ne s'exerce pas pour frapper. Et si la surveillance ne s'exerce pas quelque part, est-ce qu'il faut remonter seulement à l'officier qui n'a pas été capable de mettre un militaire derrière chacun de nos compatriotes qui revient des champs à Béni? Ou bien est-ce qu'on doit remonter jusqu'au Parlement qui n'a pas voté des crédits budgétaires pour qu'on puisse payer une armée de 2 millions de personnes pour 2 millions d'habitants à Béni? Alors ce sera qui? Qui devra payer? Donc vous voyez que nous risquons d'entrer de plein pied dans l'anarchie et dans l'arbitraire. Donc ne peut payer que celui dont la négligence a un lien avec l'acte terroriste que nous réprouvons. Donc ce n'est pas automatique. Alors, les gens peuvent demander que des militaires démissionnent, c'est tout à fait normal, ce n'est pas un péché, mais rendre systématiquement impossible une enquête, par exemple ce qui s'est passé hier à Béni. Une commune est attaquée, des maisons sont brûlées, des gens sont tués.
automatiquement la zone où se commet le crime est rendue inaccessible pour des raisons d'enquête. Alors des gens viennent de Butembo et disent « Nous voulons aller manifester là où on a tué nos frères ». Ça veut dire quoi? Vous voulez aller corrompre la scène du crime? Puisque les enquêteurs, c'est quoi? C'est trouver un petit bouton d'une chemise. Dire « Ah, cette chemise, ce bouton appartient à Alain. Qu'est-ce qu'il fait là? Allez, Alain, montre-nous ta chemise. C'est toi qui es passé par ici, etc. » Pourquoi les gens doivent aller sur la scène du crime? Pour quelle raison? Dans quel pays au monde a-t-on vu une scène de crime faire l'objet de manifestations? Là où on a tué des gens et vous allez manifester là où on a tué des gens. Il n'y a que les enquêteurs qui peuvent accéder à une scène de crime, à moins que nous n'inventions des systèmes d'enquête ici, dans le pays, où les scènes de crime deviennent des lieux où on peut manifester. Dans aucun pays au monde, on ne peut vous faire accéder à une scène de crime. La priorité, c'est d'attraper les criminels. Ce n'est pas d'aller exprimer des émotions, etc. Vous avez beau exprimer des émotions, ça ne va ressusciter personne. Ce qu'on veut, c'est attraper ceux qui les ont tués. Et on les a attrapés, parce qu'on a fait un travail. Mais là, vous allez vous manifester, vous essayez de détourner même les gens qui poursuivent les criminels pour qu'ils viennent vous encadrer. Parce que quand vous venez manifester, vous devez être encadré par les mêmes forces de l'ordre qui sont occupées à pourchasser les criminels. C'est-à-dire quoi? Vous voulez desserrer les taux sur les criminels. Il y a une complicité objective, peut-être même sans le savoir. Donc il faut garder le calme et laisser les gens faire leur travail au lieu de s'agiter inutilement. Voilà donc pour la première partie de votre question. En ce qui concerne M. Louyeye, nous avons effectivement lu un communiqué du parti de ce monsieur, selon lequel il aurait été enlevé et même séquestré, c'est le mot qu'on a utilisé. Je dois déplorer de tels abus de langage. Je dois déplorer cette tendance à considérer dans notre pays que lorsque quelqu'un a choisi de faire de la politique comme moi, il est immunisé à vie contre les lois, contre toute violation des lois de la République, qu'il peut allègrement transgresser la loi sans avoir à en répondre. De sorte que toute interpellation d'un homme politique en délicatesse avec la justice par les agents de l'ordre devient un enlèvement. Non, Alain, ceci pour vous dire que M. Louyeye n'a pas été enlevé. M. Louyeye a été bel et bien arrêté. Il a été arrêté et son arrestation n'a rien à voir avec une opinion politique quelconque. Combien en font chaque jour sans qu'ils soient inquiétés? Les gens, ils vaquent normalement à leurs occupations. Ce monsieur a été surpris en flagrant délit de tentative de sédition avec incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir. Il voulait soulever des militaires dans cette ville de Kinshasa. Prenez les armes et attaquez-vous à vos chefs. On a trouvé même 2 officiers chez lui en pleine réunion. Une procédure judiciaire est régulièrement engagée à son encontre. 2 officiers subalternes qu'on a trouvés chez lui subissent également ces interrogatoires au niveau de la justice militaire. Voilà ce qui s'est passé. Donc il est complètement abusif de parler d'enlèvement, de séquestration. Il a été arrêté et il est en train de comparaître dans une procédure judiciaire normale devant la justice militaire. Et l'essentiel, c'est de lui trouver de bons avocats qui vont essayer d'obtenir que les poursuites se fassent comme elles doivent se faire, à charge comme à décharge, au lieu d'inventer des mots uniquement pour discréditer la justice de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter que l'on puisse inciter nos militaires à faire des coups d'État. Nous ne sommes plus à ces périodes-là. Nous savons même les sommes qui ont été promises et il y a eu des réunions avant. Ça fait 5 mois que cela se faisait et il a été interpellé pour cela. Voilà la vérité.